Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Je vous l'ai dit qu'après la musique, après la publicité, on revenait pour le brin d'histoire avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. On repart combien d'années en arrière? On va 157 ans en arrière. Voilà, ça c'est les vraies dates. Oui. On va 157 ans Moi en j'aime arrière. l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire. Je trouve ça passionnant. Mais l'histoire est passionnante. Je trouve Toutes les intéressant de histoires connaître sont ce que les gens vivaient Voilà. à cette époque, comment ils s'en sortaient, Oui, tout à comment ils faisaient sans ce qu'on a aujourd'hui. fait. Et comment le monde a évolué. En fait. Voilà, et quand je pense que ce sont eux qui sont à l'origine de ce qu'on a aujourd'hui, Oui. en termes de technologie, en termes de réflexion, en termes d'attitude, en termes de L'histoire et la mémoire, en consommation. fait, tu mets beaucoup l'accent sur l'aspect mémoriel de l'histoire et ça, c'est l'un des volets extrêmement importants de l'histoire. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles moi je m'intéresse. Surtout à l'histoire. l'histoire médiévale, quoi. En fait, les gars n'avaient tellement rien à faire qu'ils faisaient la guerre. Bon, À part la guerre, ils pouvaient faire quoi? bon, Chasser, ça, c'est en nourrir Europe. la famille. Oui, bon, ça c'est un peu Bon, dans la nous, culture. nous, c'était la chasse. Non, et nous, la on, guerre. non, nous, on ne faisait pas la guerre. Au Bah, contraire, si, non. chacun, il faisait la guerre. Il Non, n'avait non, rien à faire. Non, ça c'est en Afrique, c'était une guerre de conquête parce que dans l'histoire de Chaka. Mais les c'est guerres quelqu'un- médiévales, c'était des guerres de conquête. Non, ça c'est en Europe. En Afrique, il n'y a pas eu de guerre de conquête à l'époque médiévale. Et les Sundiata Keita, les machins, les gars qu'on écoute, on entend parler dans l'Empire Sokoto, Ce sont eux qui Jalon. ils ont construit de grands empires, Mhm. d'accord. Mais si tu veux, ces grands empires, en général, c'était des recompositions sur le plan géographique et géostratégique à l'époque. Tu vois, non. Ce n'était pas un désir de domination, voilà, c'est ce que je veux dire. Les empires africains n'ont rien à voir avec les empires européens à l'époque. Hein. Les empires européens c'est même comme aujourd'hui, c'est basé sur la domination, le fait qu'un groupe de personnes asseye leur pouvoir et leur puissance sur d'autres. Voilà pourquoi on a des vassaux, etc. Or, les empires africains, c'était des sous-empires qui se mettaient ensemble, qui rassemblaient leurs forces sous, si tu veux, l'autorité morale d'un autre souverain. C'était de la coopération. C'était vraiment- Jean-Paul, il y avait Oui, de beaucoup plus. l'esclavage. Non, l'esclavage, Il y c'est avait une de fo- l'esclavage. Il y avait Malheureuse- des castes. Par exemple, tu malheureuse- vas regarder des Mais pays comme attention, des mais pays comme la Mauritanie, il y a toujours des non, castes. l'esclavage vient du contact avec les Européens. Les Européens, lorsqu'ils vont maintenant à la découverte du Nouveau Monde, viennent faire la proposition aux États africains. Jean-Paul, tu veux dire que parmi les États, dans les conquêtes des empires africains, là, il n'y avait pas des guerriers qui soumettaient d'autres populations. Ben non, même à l'époque Si. de l'Empire du Mali, un empire où on estime qu'il y avait à peu près 800 L'Empire millions. Mandingue. Non, l'Empire du Mali. Oui. C'est un autre empire avec Kanga Moussa, qui est considéré comme celui qui était l'homme le plus riche de tous les temps. À l'Empire du Mali, on estimait qu'il y avait à peu près 300 millions de personnes qui vivaient là, mais il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas d'esclavage. Par contre, les gens travaillaient. Maintenant, il y avait un système de troc, il y avait des échanges économiques qui faisaient que ces États-là, ces empires-là étaient très prospères. C'est juste que maintenant, aujourd'hui, avec l'esclavage et la colonisation, si tu veux, on a un peu tronqué cette histoire-là. Ce sont les dominants qui nous imposent leur vision de l'histoire. Mais il y a un travail de recherche qui est fait depuis 20, 30, 40 ans, qui a commencé avec Cheikh Anta Diop et d'autres intellectuels et historiens africains ont pris le relais. Donc aujourd'hui, on est en train d'exhumer cette partie de l'histoire méconnue du continent africain. Et vous allez découvrir plein de choses extraordinaires. Et je pense que les pouvoirs publics, maintenant, ce qui manque, c'est que les pouvoirs publics gagneraient énormément à vulgariser la vraie histoire africaine. Pas celle qu'on apprend, je suis désolé, au primaire, où l'histoire africaine commence avec l'arrivée des Blancs, le contact avec les Blancs, l'arrivée des explorateurs portugais, tout ça. Non. Il y a bien eu une vie avant l'esclavage, avant la colonisation. Mais et on cette n'a pas vie-là de société, est une quoi. vie tellement dynamique et, Jean-Paul, et avec tellement quel prospère. dynamisme? Si. Les gars, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Non, ça c'est ce que l'on dit, c'est faux. Au bord de la C'est- rivière, c'est je me totalement- promenais. Non, la fraîche, c'est L'eau totalement était si faux. claire. Il faut revoir le logiciel, il faut revoir les données. C'est totalement faux. Aujourd'hui, Non, on le sait. Jean-Paul, on Si vivait tu de vas à la chasse et de la l'université, tu cueillette. vas au département d'histoire, tu vas voir des choses très... Même, tu n'as même pas besoin d'aller à l'université. Tu vas seulement sur Internet, tu vas sur des forums, tu vas même sur plein de plateformes et tu vas découvrir que, effectivement, l'histoire que l'on dit que les Africains vivaient que de la chasse et de la cueillette, c'est totalement faux. Comme on te dit que les Égyptiens, à l'époque des pharaons, étaient blancs, c'est totalement faux. D'accord? Oui. Jean-Paul, C'est totalement faux. c'est grave ce que Ah tu oui, dis là. oui. Si tu lis le livre de Cheikh Anta Diop, comment on appelle ça? Il en a même fait 2. Empire nègre et tradition. Ça, ce sont des livres qui font
foi en termes de connaissances historiques, parce que lors de la conférence de Caire en 1975, évidemment, il y avait eu ce débat-là. Et Cheikh Anta Diop avait fait la démonstration que tout ce qui était dit à l'époque concernant une prétendue peau blanche ou une prétendue race blanche de la part des Égyptiens à l'ère pharaonique était totalement fausse. D'accord, on repart 150 ans en arrière, on va où? Le titre de Cheikh Anta, c'est Nation, nègre et culture. Voilà. D'accord. Donc on part 157 ans en arrière. On va le 14 avril 1865. C'est la date de la mort du président Abraham Lincoln. Tu as connu Abraham Oui, Lincoln. Abraham Voilà. Lincoln. Donc, Il est mort un 14 avril. il est mort un 14 avril. Alors, il est mort... alors, comment ça s'est passé? Le 13 avril, précisément, 1865, Abraham Lincoln, on sort de la guerre de sécession parce que le 9 avril, le général sudiste Lee, celui qui était le chef des États confédérés du Sud, avait signé justement la reddition de son armée. Et donc, la guerre est terminée. Et donc, le président Abraham Lincoln, qui sort de 4 ans de guerre extrêmement épuisante, et aussi bien pour le pays que pour lui-même, sur un plan physique, décide ce 13 avril 1865 de s'accorder un petit moment de détente. Et donc, il décide avec son épouse, Marie, d'aller assister à une représentation théâtrale qui s'intitule Nos cousins d'Amérique. Alors, cette représentation théâtrale se fait dans un théâtre qu'on appelle le théâtre Ford, qui n'est pas très très loin de la Maison Blanche à l'époque. Et donc, il arrive avec son épouse et puis ils suivent la pièce théâtrale. Alors, le président, ce jour-là, il est accompagné de 3 gardes du corps. L'un des 3 gardes du corps est dans sa loge. Et dans la loge présidentielle, avec le président et son épouse. Et ce garde du corps qui est dans sa loge est également accompagné de sa fiancée. Et puis, il y a 2 autres gardes du corps qui étaient chargés de surveiller l'entrée de la loge. Ces 2 gardes du corps-là et ensuite le cocher. Donc, il y avait à peu près 4 agents en compagnie du couple présidentiel. Et donc, au moment de l'entracte, il y a dans le théâtre un jeune homme originaire du Nord, mais qui est un sympathisant sudiste qui s'appelle John Wilkes Booth. Il est âgé de 26 ans. Il est issu d'une grande famille d'acteurs américains. Donc, lui-même, il est acteur. Et donc, le fait qu'on le voie circuler à l'intérieur du théâtre, ça ne pose pas de problème aux gens puisqu'il a l'habitude d'être là. Il est reconnu comme étant un acteur. Et puis, au moment de l'entracte, les 2 gardes du corps qui étaient chargés de surveiller l'entrée, avec le cocher, décident d'aller se boire une bière. Donc, il décide d'aller boire une bière avec le cocher. Le cocher, c'est celui qui conduit la calèche du président. Et donc, ils sortent du théâtre, ils vont prendre un verre. Et donc, le président se retrouve seul dans sa loge avec son épouse et son garde du corps qui est accompagné de sa fiancée. Et c'est à ce moment-là, justement, que John Wilkes Booth profite. Il entre dans la loge, il sort une arme et dégaine, tir à bout portant sur la nuque du président. Ensuite, alors ça que la détonation fait que évidemment tout le monde se rend compte. Malheureusement pour le jeune garde du corps, il est trop tard. Et donc le John Wilkes Booth, qu'est-ce qu'il fait? Il saute du balcon, il arrive sur l'estrade, sur l'estrade, et puis il se met à crier Sic Semper Tyrannis. Qu'il en soit ainsi. Alors, c'est un mot qu'on a, c'est une phrase on prête à Brutus, l'un des fondateurs, le Brutus le Romain, et cette phrase est aussi justement la devise de l'État de Virginie, un État du Sud. Parce qu'il ne faut pas oublier que, évidemment, ce John Wilkes Booth là, c'est un sympathisant sudiste. Alors, en sautant, évidemment, quand il arrive sur l'estrade, il tombe, il se casse quand même une jambe, mais il parvient à se lever et il lance cette phrase là. Et il réussit aussi à échapper aux militaires qui étaient là, aux gens qui voulaient l'attraper. Alors, malheureusement pour lui, John Wilkes Booth sera abattu une semaine plus tard, après une longue traque. Donc, il avait décidé, et pas tout seul, avec 2 autres personnes, en réalité de frapper la tête de l'État américain parce qu'ils avaient projeté de tuer à la fois le président, le vice-président et le secrétaire d'État à la défense. Alors, il s'avère que le vice-président, alors celui qui était chargé de tuer le vice-président, lui va renoncer au dernier moment, et celui qui était chargé de tuer le secrétaire d'État à la défense, lui va presque réussir, parce qu'il va réussir à s'introduire dans la maison du secrétaire d'État qui n'était pas au théâtre ce soir-là. Il va arriver dans sa chambre et il va le poignarder.
malheureusement pour lui, le secrétaire d'État ne sera pas mortellement touché. Lui aussi, il sera attrapé, ainsi que l'autre compère qui avait renoncé à tuer le vice-président. Eux, ils seront jugés et pendus 2 jours plus tard. Alors que le président Abraham Lincoln, lui, après une lente agonie, décédera le lendemain aux alentours de 20h heure locale. Et on prête même au secrétaire, à l'un des ministres, cette phrase qui est devenue célèbre: maintenant, il appartient à la postérité. Et c'est ainsi que disparaît Abraham Lincoln, qui était le 16e président des États-Unis. Il ne faut pas aussi oublier que Abraham Lincoln est arrivé au pouvoir en 1860. Il arrive à un moment où, évidemment, il y a de très fortes tensions entre le nord et le sud des États-Unis. Il arrive à un moment où, évidemment, il y a la question de l'esclavage qui divise profondément le pays. Et donc, lui décide de prendre parti contre, et donc il plaide pour l'abolition de l'esclavage et même opposé à son extension. C'est la raison pour laquelle il avait été élu. Et donc, le fait qu'en campagne, il n'avait pas fait... Abraham Lincoln, c'était un républicain. C'était un républicain. Il n'avait pas fait... il n'avait jamais caché son envie, une fois élu, d'abolir l'esclavage. Et bien, son accession à la Maison-Blanche va véritablement encore provoquer cette scission-là qui était déjà très forte dans le pays. Et donc, la moitié nord, qui est industrialisée, en réalité, l'esclavage... Il faut bien comprendre que l'esclavage qui a déclenché la guerre, en fait, le motif, il est économique. Il n'y a pas de guerre qui soit des guerres uniquement idéologiques ou de valeur. Ça n'existe pas. Toutes les guerres sont d'abord économiques. Et aux États-Unis, la guerre de sécession ne déroge pas à cette règle-là. En 1860, on a le Nord qui est fortement industrialisé et qui commence à avoir un problème de main-d'œuvre. Or, on a le Sud qui est peu industrialisé, mais qui est agricole, mais qui possède une main-d'œuvre abondante à travers les esclaves. Plus de 385 000 esclaves sont dans les États du Sud. Et ces esclaves-là, évidemment, le Nord lorgne sur ces esclaves, sur cette main-d'œuvre-là, pour faire potentiellement tourner ces usines, parce qu'elle en a besoin. Et donc, très vite, lorsque le président Abraham Lincoln décide qu'il va abolir l'esclavage, c'est justement pour permettre à ces États du Nord-là de pouvoir mettre la main sur ces esclaves-là. En fait, c'était un businessman. Mais bien sûr, c'était un businessman. Et donc, lui, il est là, il veut faire tourner la machine industrielle et il sait que le Sud, avec cette main-d'œuvre-là, peut justement faire tourner, permettre aux usines du Nord d'avoir une main-d'œuvre supplémentaire. Et donc, là, ça va créer la colère des États du Sud. Et donc, ces derniers vont décider de se regrouper, de faire sécession et de créer les États confédérés d'Amérique. À savoir, dans ces États-là, il y a notamment la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Texas. Et ces États seront ensuite rejoints quelques mois plus tard par la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee, la Caroline du Nord, l'Arizona, le Missouri et enfin le Kentucky. Et donc, à partir de 1861, la guerre est déclenchée. Alors, cette guerre-là va être extrêmement sanglante. On ne va pas revenir sur la guerre en elle-même. Et donc, il faut bien comprendre qu'en novembre 1864, Abraham Lincoln donc repart en campagne et il est réélu à la tête des États-Unis. Parce qu'évidemment, et il faut bien comprendre que lors des élections de 1864, les États du Sud n'ont pas participé à l'élection. Jean-Paul, en fait, sécession veut dire quoi? Ça veut dire que les États du Sud voulaient sortir des États-Unis. Voilà, ils voulaient sortir des États-Unis d'Amérique et créer leur propre État donc un autre fédéral. État fédéral. Voilà, et donc ça, ils ont évidemment donc, en fait, les États du Nord. La guerre, au-delà des aspects économiques, c'était pour empêcher les États-Unis de se diviser. Non seulement c'était aussi pour empêcher les États-Unis de se diviser, mais pour le Nord, il y avait aussi toujours ce danger économique. C'est-à-dire que, imagine que le Sud aurait remporté la guerre de sécession, et le Nord n'aurait toujours pas mis la main sur ses esclaves, et donc il se serait toujours trouvé dans des difficultés en matière de main-d'œuvre. Donc l'industrie n'aurait pas pu évoluer parce qu'ils auraient fait face à ce. Ils allaient devoir trouver des solutions alternatives, peut-être importer de la main-d'œuvre de l'étranger. Et donc ils n'en voulaient pas. Eux, ils voulaient déjà une main-d'œuvre qui était là accessible et bon marché, parce que des esclaves, on allait les payer moins cher que d'autres. Évidemment, ils allaient avoir la liberté. Ça, c'est quelque chose à laquelle ils aspirent. Mais sur un plan économique, ils seraient moins bien payés, moins bien. Donc, tu vois que quelque part, c'était plus intéressant économiquement pour les États du Nord à pouvoir
s'emparer de cette main-d'œuvre-là, des esclaves qui sont au sud, plutôt que d'essayer de faire venir une main-d'œuvre de l'étranger. Donc, c'est ça là. Et lorsqu'il est réélu par ses concitoyens du Nord, parce qu'ils estiment que, bon, on est en guerre, on ne change pas. Il y a une espèce d'adage qui dit qu'on ne change pas de chef pendant une guerre. Et donc, ce que les nordistes ont fait. Et donc, ils ont réélu massivement Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln va évidemment obtenir la victoire. Je l'ai dit, ils vont signer, le général Lee va signer la reddition des armées du Sud le 9 avril 1865. Et donc, officiellement, la guerre de sécession est terminée. Malheureusement, lorsque Abraham Lincoln sera inhumé chez lui dans la ville de Springfield, dans l'Illinois, en mai 1865, eh ben, à la suite, il va se produire un drame. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les deux camps, aussi bien ceux du Sud que ceux du Nord, dans les sudistes, il y avait les extrémistes comme John Wilkes Booth qui ont justement tué Abraham Lincoln, mais chez les nordistes aussi, il y avait des extrémistes qui voulaient absolument en finir avec ces sudistes-là et qui, donc, ils considéraient qu'ils avaient une vision rétrograde du monde à l'époque. Et donc, les extrémistes nordistes, et ça on n'en parle pas souvent assez, vont avoir une attitude vengeresse vis-à-vis du Sud, parce qu'ils vont méticuleusement freiner le développement économique des États du Sud en mettant tout un ensemble de mécanismes pour faire payer justement à ces États du Sud-là le fait qu'ils étaient, selon eux, à l'origine de la guerre de sécession, qu'ils avaient voulu mettre un terme aux États-Unis d'Amérique, et surtout qu'ils étaient à l'origine du premier assassinat d'un président aux États-Unis, parce qu'Abraham Lincoln était le premier président à être assassiné aux États-Unis. D'autres, malheureusement, suivront, et le dernier était John Fitzgerald Kennedy en 1963. Et donc ça va, la disparition d'Abraham Lincoln, même si au départ ça va susciter d'abord une espèce de sursaut national où les Américains du Nord et du Sud vont, durant les funérailles, si tu veux, de manière unanime, saluer la mémoire du grand homme qui était Abraham Lincoln. Néanmoins, par la suite, il va y avoir une espèce d'attitude vengeresse, comme je l'ai dit, de la part des États du Nord vis-à-vis des États du Sud. Et pendant longtemps, les Américains nordistes ont eu cette rancœur-là, cette rengaine vis-à-vis de leurs concitoyens originaires du Sud. Donc, maintenant, évidemment, aujourd'hui, cette scission même dans le paysage américain est très, très marquante sur le plan culturel. Lorsque vous allez dans les États du Sud, on se rappelle dernièrement avec l'affaire George Floyd, où il ne faut pas se rappeler, avec l'arrivée aussi de Donald Trump, il y a eu cette espèce de marquage-là culturel entre le Nord et le Sud qui est revenu en force, et puis les affaires de violence policière, notamment celle de George Floyd, avec la volonté maintenant d'une partie des États du Sud de se débarrasser de ce passé-là d'État confédéré, avec la destruction, notamment, on a vu au Texas, la destruction des statues de personnalités sudistes telles que le général Lee, ou bien le fait que certains États aient interdit, par exemple, d'utiliser ou de présenter le drapeau des États confédérés. Parce qu'on avait encore dans certains États du Sud des gens qui sont nostalgiques de cette période-là, la période de la guerre de sécession, et parfois certains rêvent même d'une nouvelle sécession de la part de l'État fédéral quand, évidemment, ils sont mécontents des décisions qui sont prises au niveau de Washington. Donc, cette disparition d'Abraham Lincoln va évidemment être tragique dans la mesure où cette grande démocratie va malheureusement basculer vers le bas, basculer vers l'horreur avec l'assassinat de ce président. Mais Abraham Lincoln aussi est resté dans l'histoire comme l'un des présidents qui avait la plus belle capacité en matière de discours. C'est quelqu'un qui savait parler aux populations, et ces discours aujourd'hui sont encore étudiés dans les universités. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la mort d'Abraham Lincoln. Voilà. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM qui revenait sur l'histoire d'Abraham Lincoln, qui a tout un monument géant à Washington, que les gens vont visiter, plus d'1 million de visiteurs par an, c'est énorme. Oui, tout à fait. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de faire un tour en musique. Urban FM 104.5.